Bonjour à tous. Professeur Fabiani, bonjour. Bonjour à vous. Je suis avec Raphaël Lasserre. Nous avons le plaisir de vous interviewer, de vous demander de nous raconter un certain nombre de choses. Alors avant, je voudrais juste vous présenter. Vous êtes vous avez été chef de service du département de chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes professeur à l'université Paris-Descartes et désormais vous enseignez l'histoire de la médecine. Une passion donc qui est née. Vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à ce parcours? Comme beaucoup de choses dans la vie, par hasard. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Je faisais un cours à l'enseignement d'histoire de la médecine de la faculté où j'étais. Je faisais le cours sur la circulation sanguine, comme par hasard. Et le responsable de cet enseignement, qui dirigeait l'enseignement, qui était le professeur Rullière, meurt. Et mon doyen me dit, écoute, on a 200 étudiants qui sont dans la nature, là, au milieu de l'année, il faut qu'ils passent leurs examens. Je ne veux pas d'emmerde avec les étudiants. Alors, tu vas t'en occuper. C'était une époque où je ne pouvais pas dire merde aussi à mon doyen, pour des tas de raisons. Je devais être nommé l'année suivante. Donc, je dis, je vais m'occuper de l'histoire de la médecine. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé ça passionnant, intéressant, et voilà, et me voici. Et donc, vous n'êtes pas arrêté là, puisque vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, dont un que je recommande, qui est L'incroyable histoire de la médecine, qui est une BD. Alors, vous avez écrit aussi des livres, pour ceux qui préfèrent lire les livres, mais cet ouvrage est particulièrement intéressant et facile à lire et passionnant. Vous l'avez fait avec Philippe Bercovici, qui est un dessinateur. Et donc, bon, pour entrer directement dans le vif du sujet, on a à peu près 40 minutes maximum. On voulait vous demander de commencer par une des histoires. Alors peut-être l'histoire, comme vous êtes chirurgien, l'histoire de la naissance de la chirurgie, parce que je crois qu'il y a notre roi Soleil qui est au milieu de tout ça. Peut-être nous raconter ça. Oui, alors en effet, le roi Soleil, Louis XIV évidemment, souffrait d'une fistule anale, qui est une maladie grave, la fistule anale. Et les médecins essayaient de le soigner. Les médecins, ils lui avaient donné à boire de l'eau de barège. Le roi Soleil, ça ne lui plaisait pas tellement. On lui avait proposé aussi d'avoir des pommades pour soigner sa fistule, puis ça ne guérissait pas. Et un jour, Louvois, qui est l'équivalent du Premier ministre actuel, dit au roi, écoutez sire, ça commence à être très ennuyeux cette histoire, parce que dans toutes les capitales du monde, on pense que vous êtes à l'article de la mort. Il faudrait quand même qu'on réussisse à guérir cette fistule, enfin, ce mal que vous avez. Alors il dit, Louis XIV dit, je demande que ça, moi, qu'on le guérisse. Mais regardez, ces médecins, ça fait 2 ans qu'ils me soignent avec de l'eau minérale et avec des pommades et ça ne marche pas. Il dit peut-être qu'on pourrait faire venir le barbier chirurgien de la cour. C'était un petit homme assez discret, il s'appelait Félix. Félix, non prédestiné quand même. Et il examine le roi, ça se passe dans une grande salle, les plus grandes salles de Versailles, et il dit au roi, sire, puis-je vous examiner? Le roi Louis XIV, Félix, il soulève son manteau, baisse ses chausses devant tout le monde, évidemment. Hein. Là, la notion de pudeur n'est pas la même au XVIIe siècle. Et donc, Félix s'approche et voit le roi, et puis il dit, sire, je peux vous guérir par une opération, mais ce sera l'opération cruciale, et je n'en ai pas une grande expérience. Carrément. Louis XIV se retourne et dit, Félix, tu vas t'entraîner, mes prisons et mes galères te sont ouvertes. Autrement dit, Félix s'est entraîné sur un certain nombre de prisonniers et de galériens qui, on l'espère, avaient eux-mêmes des fistules anales, ce qui n'est pas absolument certain. Enfin bon, un jour, on décide enfin de faire l'opération cruciale. Alors, Félix avait fait faire un bistouri spécial en argent, c'était le cul du roi quand même, en argent. Ce bistouri, on peut le voir toujours au musée d'histoire de la médecine. Il fait des instruments et tout ça. Il y a très peu de personnes qui assistent à l'opération. Louvois, qui tient la main du roi, d'ailleurs les ongles du roi sont rentrés dans la main de Louvois, parce que tout ça se passe sans anesthésie, évidemment. L'anesthésie, c'est le 19e siècle. Là, il n'y a pas d'anesthésie. Et quand même, une fistule anale, il faut aller chercher quand même l'entrée de la fistule dans le canal anal, la sortie dans la fesse, et avec un bistouri, ouvrir tout ça en deux. Ça doit quand même pas être très agréable. L'opération se passe, semble-t-il bien, et le soir de l'opération, le roi, Louis XIV, présidait le Conseil des ministres, et malheureusement pour lui, au Conseil des ministres à l'époque, tous les ministres étaient debout et lui seul était assis. Je pense que cette fois-là, il aurait préféré le contraire. Mais enfin,
il est guéri. Il est guéri aussi pour une autre raison, parce que sa femme morganatique, hein, Madame de Maintenon, avait des jeunes femmes qui chantaient dans ce qu'il faut. Et elles décident de faire à Lully, le grand compositeur, un air pour soutenir le roi. Et donc, pendant l'opération, les jeunes filles chantent cet air. Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi. Et un type est là qui passe, il va devenir Charles II Stuart. Et il écoute les chansons, il dit, mais cet air est magnifique. Et au moment où il va revenir en Angleterre comme roi d'Angleterre, il décide que cet air, Dieu sauve le roi, deviendra l'hymne national. Autrement dit, le God Save the King n'est pas autre chose que la composition qu'a fait Lully pour le cul du roi Louis XIV. Les Anglais ne le savent pas, hein, mais enfin, bon, on peut quand même leur dire. Voilà. Enfin, on réussit à guérir le roi. Il faut dire qu'il y avait aussi une autre arme secrète de Félix. Il faisait ses pansements avec du vin de Bourgogne. Un petit coup de pommard, là, et hop, et il faisait ses pansements, et peu à peu, les choses se sont guéries. Et Louis XIV leur donnait des sous, lui donnait un titre de noblesse et tout ça. Enfin bon, tout ça, c'était très bien. Et un jour, il dit, Félix, toi qui es un homme simple, qu'est-ce qui je voudrais faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Et Félix lui a dit, sire, si vous voulez faire quelque chose pour moi et ceux de ma confrérie, je voudrais que vous sépariez définitivement la barberie de la chirurgie. Alors, Louis XIV, qui était un fin politique, a interdit de faire de la chirurgie, plutôt a interdit aux chirurgiens de faire des perruques et de faire des choses concernant le système capillaire. Mais ce faisant, il a permis la séparation, il a fallu attendre quand même quelques années pour qu'elle devienne officielle. Vraiment officielle, ça a été seulement sous le consulat, mais enfin, dès Louis XV, on a les chirurgiens de France qui sont enfin séparés des barbiers. Oui. Bon, belle histoire quand même, hein. Tout le monde ne connaissait pas ça, Save the Queen. J'enchaîne avec, je vais aller vite dans mes questions pour vous laisser beaucoup de temps, l'histoire de Semmelweis, le Hongrois. Pouvez-nous raconter ça? Terrible, terrible. Un médecin maudit, ce pauvre Semmelweis. Semmelweis, il est hongrois. Je le dis parce que c'est important, parce qu'il est médecin à la faculté de Vienne, le grand hôpital universitaire de Vienne, déjà à l'époque. Et nous sommes au 19e siècle, vers les années 1850, et il est accoucheur, gynécologue accoucheur. Et je dis qu'il est hongrois parce qu'en allemand, il a un accent, et que cet accent le fait considérer un petit peu comme quelqu'un qui n'est pas du sérail, en quelque sorte. Et pour autant, il a des idées importantes. Et il s'aperçoit que dans le service de gynécologie obstétrique où il se trouve, 30% des femmes meurent de fièvre puerpérale. Qu'est-ce que c'est que la fièvre puerpérale? C'est une infection du petit bassin, c'est à peu près une péritonite localisée, hein, et donc elles sont toutes infectées. D'ailleurs, ça se sait en Vienne. Surtout, ne va pas à l'hôpital, tu vas voir, tu vas mourir. Parce qu'à l'hôpital, il y a des miasmes. On appelle ça des miasmes. Il y a des miasmes. En fait, ce n'était pas des miasmes. C'était que Semmelweis observe que tous les internes en médecine vont le matin faire des dissections et ensuite vont examiner les malades. Mais entre-temps, ils ne se lavent pas les mains. D'abord parce que les mains d'un médecin sont propres, qu'ils n'ont rien pour se laver les mains, il faut bien reconnaître. Il n'y a pas d'eau courante hein, dans l'hôpital de Vienne au 19e siècle. Ils s'essuient les mains sur leur tablier et ils vont faire les touchés vaginaux des femmes qui sont hospitalisées. 30%. Alors que dans le service d'à côté, où il n'y a pas d'interne, il n'y a que des sages-femmes qui n'examinent pas les malades et surtout qui ne vont pas disséquer les morts de la nuit, eh bien, il n'y a pas autant d'infections. Et Semmelweis dit, il faut se laver les mains. Et il fait venir des seaux avec de la chaux pour que tout le monde... Alors, tout le monde dit, moi, enfin, Ignace, il appelait Ignace son prénom. Il dit, t'es fou, Ignace, pourquoi tu es ridicule? Au départ, ils prennent ça à la rigolade, les internes. Et on ne va pas se laver les mains. Et puis, il les oblige, tu vas te laver les mains. Tout le monde se lave les mains. Et tout le monde se lave les mains, et le taux de mortalité descend immédiatement, car il n'y a plus de fièvre puerpérale dans le service du professeur Klein, qui est le patron. Seulement Klein, il n'est pas content. Il dit, vous m'avez ridiculisé, Semmelweis, vous m'avez ridiculisé devant tout le monde. Vous obligez mes médecins à se laver les mains, mais c'est ridicule. Nous sommes les seuls au monde à obliger nos médecins à se laver les mains. Et il le vire du service. Si bien qu'il se retrouve en Hongrie. Alors, ce pauvre Semmelweis, est-ce que c'est cette histoire, est-ce que c'est d'autres problèmes? Enfin, il devient complètement à la masse. Il est hospitalisé dans un asile psychiatrique et il va mourir dans des circonstances épouvantables. C'est le premier à avoir dit aux médecins qu'il fallait se laver les mains avant de faire un acte médical.
Oui, comme quoi c'est dur. Hein, bien avant le Covid. Hein. Alors, on n'est pas au Covid, là, on est d'accord. Il y a une autre histoire, pareil, dans la logique de l'hygiène, hein, que nous connaissons nous très bien. C'était une histoire d'amour, hein, l'histoire de Halsted. Ah oui. Bon, il n'a pas révisé. Hein, alors, au hasard. Halsted, c'est formidable, parce que c'est le progrès médical par amour. Halsted, c'est un très grand chirurgien, sans doute un des plus grands chirurgiens du XIXe siècle. Il travaille à New York au départ, et puis il a une idée donnée par un certain Sigmund Freud, assez curieusement, à Vienne, il lit l'article, comme quoi peut-être qu'on pouvait faire des anesthésies locales en mettant de la cocaïne dans le membre, à l'endroit où on va couper. Et il dit, je vais essayer sur moi et sur ses assistants. Alors, il commence à se foutre de la cocaïne dans les membres. Et en effet, ça anesthésie très bien. Seulement, résultat des courses, au bout d'un mois, Halsted et ses 2 assistants sont complètement accros à la cocaïne. Ils ne peuvent plus rien faire. Il faut les désintoxiquer. Et on les envoie dans un centre de désintoxication où ils vont passer 1 an pour réussir à se désintoxiquer. Et un de ses assistants va mourir. Il est foutu, Halsted, parce que le bruit a couru dans tout le monde chirurgical de l'Amérique. Et il est foutu parce que personne ne veut plus de lui. Un gars qui a fait ce qu'il a fait, c'est pas possible. Et puis il se crée un nouvel hôpital, avec un certain Welch qui a décidé de le créer. Ça va être le plus grand hôpital de la côte est des États-Unis, à Baltimore. Il s'appelle le Johns Hopkins. Et donc il ouvre cet hôpital et il va chercher Halsted et lui dit écoute, je sais ce qui t'est arrivé, je sais que tu es un très bon chirurgien, donc je te prends dans mon équipe de ce nouvel hôpital. Alors, Halsted dit, d'accord, ok. William, il dit, je vais me faire petit, j'ai essayé de faire tout bien. Et manque de bol pour lui, au bout d'une semaine, je crois, dans cet hôpital, arrive une nouvelle chef de bloc, une superbe femme, elle s'appelle Caroline Hampton. Elle est la nièce d'un des généraux confédérés. C'est une magnifique femme. Et il tomberait de dingue amoureux d'elle. Bon. Alors il dit, si jamais on apprend que je fais la déclaration d'amour à ma chef penseuse, je vois déjà la tête de Welch, ça va très mal se passer. Donc il reste très distant. Et alors en salle d'op, c'est pince, tac, bistouri, tac, ligature, tac, bon, des rapports très distants. Enfin bon, et son cœur bat pour Caroline. Et à l'époque, on n'a pas de masque, on n'a pas de chapeau, on n'a pas de tablier, on n'a rien. On n'a pas de gants, évidemment. On opère comme ça, à main nue. Seulement ils ont écouté ce que disait De Pasteur en France, et Lister, qui travaille à Glasgow. Et on sait qu'il faut tremper les instruments dans l'acide formique. Et on trempe en permanence tous les instruments. Et on se trempe les mains aussi. Et au bout ça se passe pas mal. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'infections, pas tellement. Et puis, au bout d'un certain temps, Caroline vient voir Halsted et lui dit « Monsieur, je ne peux plus travailler avec vous. » Alors, Halsted, il fait le malin, mais le sol s'ouvre absolument sous ses pieds en disant « Voilà, je suis foutu, elle va partir. » Elle lui montre en effet ses belles mains blanches, crevassées, suintantes, à cause de l'acide qui peu à peu, l'acide phénique, qui peu à peu lui fait une dermatite en quelque sorte. Et c'est Halsted, grand Halsted. « Vous ne bougez pas, Caroline, je m'en occupe. » Et là, l'idée de génie, il dit, on m'a parlé d'un gars qui est capable d'avoir une nouvelle substance, qui est capable de mettre ça autour de la roue des carrioles pour moins faire de bruit dans les rues de Baltimore, et il va se diriger vers un certain Goodyear. Et il dit, il faudrait que vous fassiez, comme vous faites pour les roues là, des voitures, que vous fassiez une seconde peau pour Caroline, de façon à ce qu'elle ne souffre plus des attaques de l'acide. Et les gars de chez Goodyear disent, bon, ouais, c'est possible, on va faire ça. Et ils font 2 gants pour Caroline, qui va passer les gants, et qui peut rester à côté de lui. Mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que certes, Caroline reste à côté de lui, qui va finir par l'épouser. Hein. Tout se passe très bien. Il va se marier avec elle, tout va être très bien. Mais pendant 6 ans, vous croyez qu'Halsted et ses compagnons, ils ont eu l'idée un instant d'en mettre pour eux-mêmes, d'abord pour se protéger eux-mêmes, ou mieux encore, pour protéger le malade des infections à nu portée. Ben, personne n'y a pensé. Il a fallu attendre 6 ans pour que les gants qui ont été faits pour Caroline deviennent les gants chirurgicaux que vous connaissez tous et qui, quand même, sont un progrès dans la protection des malades.
Encore une belle histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour la dernière. C'était l'anesthésie. Là. Le dentiste Horace et l'histoire d'anesthésie. Et après, ce sera... Bah, l'anesthésie, c'est terrible parce que, alors on a quand même des moyens. Hein, quand ce brave Larrey fait 200 amputations à vif quand même le soir des lots, il donne un coup de gnôle quand même au gars avant de couper la jambe. Enfin, puis aussi le soir des lots il faisait -20, alors ça aidait un peu, le froid faisait un peu anesthésie. Mais on n'a pas d'anesthésie. On fait toute la chirurgie est faite à cru, à vif. Vous imaginez la douleur épouvantable. Et la découverte est une chose incroyable. C'est-à-dire que c'est un dentiste. Et c'est un dentiste qui travaille en Amérique. Alors, le style, vous savez, très, très protestant, qui vient juste d'émigrer. Nous sommes à la moitié du 19e siècle, là encore, c'est la même période que Semmelweis, à peu près. Et ce jour-là, ce dentiste peut assister, il s'appelle Horace Wells, et il va assister à la fête au village. Et à la fête au village, il y a un gars qui est triste comme un jour sans pain, qui s'appelle Sam, et qui est avec lui. Et il décide d'aller dans toutes les baraques. Et il y en a une qui s'appelle le gaz hilarant. Alors, il dit, oh, toi qui te marres jamais, c'est le moment où jamais, va au gaz hilarant. Et donc Sam monte au gaz hilarant. Il prend une grande bouffée de gaz hilarant, il se met à hurler de rire et tout ça, et un peu de vertige. Et en voulant partir de l'estrade, un clou dépasse, le clou se plante dans sa jambe et il tombe. Tout le mollet est arraché par le clou. Et alors, Horace se précipite. Il lui dit, Sam, comment ça va? Et on dit, je ne sens rien du tout, ça me fait pas mal. C'est de la rigolade. Et alors, elle dit, et si c'était le gaz là, qui vient de respirer, qui lui entraîne cette anesthésie? Parce qu'il va le voir 2 heures après, le Sam. Et là, il hurle de douleur, rentré chez lui avec le plaie qui s'est faite. Et le lendemain, eh bien, Horace dit au gars qui présentait, là, au battleur, mais vous venez avec votre appareil, là, parce que moi j'ai une dent à me faire arracher par mon assistant, il va me l'arracher, et il voit qu'on lui arrache la dent, pas de douleur. Il venait de découvrir l'anesthésie par les gaz au protoxyde d'azote, car ce gaz, c'est le protoxyde d'azote. Donc c'est le premier gaz qui a été utilisé. D'autres gaz vont être utilisés après, mais c'est comme ça que c'est passé. Ça s'est passé sur un champ de foire. L'anesthésie, c'est quand même un champ de foire. Bon. Donc on était à la fin du 19e siècle, on va rentrer au début des années 1900. Je vous propose avec la flèche de passer la prochaine diapositive. C'est vous qui avez le... Non, sur l'ordinateur lui-même. Ah, tout simplement. D'accord, j'avais pas compris. La flèche de droite, tout simplement. Alors on va parler un peu de greffe. D'abord de greffe rénale et ensuite de greffe cardiaque, parce qu'on est entre cardiologues. Et la greffe cardiaque n'a été possible parce qu'il y a eu avant la greffe rénale. Et on va donc débuter dans les années 1900 avec un prérequis indispensable que vous allez nous raconter. C'est le prérequis de la maîtrise des sutures vasculaires du docteur Carrel. Pouvez-vous nous raconter? Oui, il faut se remettre dans la situation. On oublie un petit détail qui est qu'au début du XXe siècle, on ne connaît pas l'héparine. Ça a l'air de rien, on ne connaît pas l'héparine. Ça veut dire qu'on veut suturer 2 vaisseaux, c'est que grosso modo, on a 3 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes, avant de faire une suture qui soit correcte, et pour rétablir la circulation. Sinon, on ne rétablit pas la circulation parce qu'il s'est formé un caillot. C'est un petit détail, mais c'est quand même important. Donc il faut des chirurgiens extrêmement habiles pour faire des sutures vasculaires. Et un petit interne de Lyon, Lyon c'est important parce que c'est la ville des dentelières, dit il faut s'entraîner. Et il va d'ailleurs chez une dentelière qui s'appelle Madame Leroudier et qui lui fait faire des points, alors qu'il a des petits doigts un peu boudinés, mais il lui fait faire des points tout le temps, à toute vitesse, avec des fils de plus en plus petits. Et cet homme, il s'appelle Alexis Carrel. Alexis Carrel, immédiatement à Lyon, il devient quelqu'un, il sait faire des sutures vasculaires que personne ne sait faire, il y parvient parce qu'il est rapide, parce qu'il est efficace, parce qu'il a la technique, et il se dit, moi je vais transplanter des organes. Il commence à transplanter des organes chez les animaux, et il fait tout. Transplantation du cœur au niveau du cou, du rein, il fait même des thyroïdes, c'est quand même pas facile une transplantation de thyroïde, transplante des thyroïdes, il fait ça très bien. Normalement, ce gars-là, il aurait fallu le garder. Mais on ne peut pas garder Carrel. Pourquoi? Parce qu'il est catholique.
Nous sommes en 1905. C'est le petit père Combe qui a la main, et comment dirais-je, le patron de l'hôpital, et aussi maire de Lyon, a dit, lui, jamais, surtout qu'il était allé faire en plus un pèlerinage à Lourdes. Alors, c'est vous dire qu'il était vraiment à vomir, ce Carrel. Et Carrel a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il part aux États-Unis. Et à l'époque, aux États-Unis, il y a une société française de chirurgie. Donc, il va faire un topo dans la société française de chirurgie. Les Américains, qui ne sont pas toujours au courant de tout, mais là, quand même, le coup d'œil, se disent, ce gars-là, on le prend. Et il le prend au Rockefeller Center pour faire de la recherche. Et il va continuer à faire sa recherche au Rockefeller Center avec un certain Guthrie. Et là encore, il continue à faire toutes les opérations possibles imaginables, toutes les transplantations. Si bien qu'en 1912, bing, prix Nobel de médecine. C'est le seul chirurgien qui va avoir un prix Nobel. Et il l'a au nom des États-Unis, évidemment, parce que la France, il l'a au nom des États-Unis, et il dit, surtout, ce prix Nobel, je l'ai eu aux États-Unis, et c'est d'ailleurs le premier prix Nobel des États-Unis. Ils ont eu d'autres après, hein, pas mal même, mais c'est le premier prix Nobel qu'ont les États-Unis d'Amérique, c'est le prix Nobel d'Alexis Carrel. Donc il faisait des sutures sur des animaux, il greffait des animaux, et ensuite il va passer à l'être humain, et finalement il va profiter d'un épisode terrible qui est la Première Guerre mondiale. Exactement. Alors il revient, parce que quand même, cocorico, quand la guerre éclate, il dit « je reviens ». Alors la France, toujours propice à mettre en valeur les ceux qui sont allés aux États-Unis avec des titres formidables, le nomme aide médecin-major, même pas, il n'a même pas le grade de médecin, de médecin-major, il est vraiment au bas de l'échelle. Je crois qu'on a sa photo sur la prochaine diapositive. Ah bon alors, le petit Alexis. Voilà Alexis habillé en piou-piou, et le voilà, bien sûr, il continue. Il invente ce qu'on appelle l'autochir, c'est-à-dire des camions capables d'aller presque au contact des tranchées pour faire des opérations. Un peu ce que va faire Mme Curie très peu de temps après avec des appareils de radio. Il a cette idée-là. Il prend un bon biochimiste qui est un Anglais qui s'appelle Dakin, et il lui dit, Dakin, il faut que vous me fassiez une solution absolument pour nettoyer les plaies, pour enlever les microbes. La solution de Dakin, la liqueur de Dakin. Alors Dakin lui dit, oh oui, il me faut quand même au moins 3 mois. Il dit, non, pas 3 mois, 3 semaines. Et il fait la liqueur de Dakin, quand même, qui a laissé pas mal de souvenirs, très rapidement. Il est attaqué par toute la hiérarchie militaire française avec une bande de types qui ne sont pas très intelligents. Il est soutenu quand même par Clémenceau, ce qui est quand même un bon soutien pendant la guerre de 14, mais après la guerre, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est repartir aux États-Unis. Surtout qu'il s'est fait un pote, l'air de rien. Et ce pote, il s'appelle M. Lindbergh. Il vient de traverser l'Atlantique en avion. C'est un grand ingénieur. Et tous les deux se disent, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un cœur artificiel. Nous sommes en 1920. Et Lindbergh, quand même, premier aviateur à traverser l'Atlantique, et Carrel, prix Nobel de médecine, décident tous les deux de faire un cœur artificiel. À l'époque. À l'époque, on est en 1920. Bon, le cœur artificiel n'a pas été un grand succès. On va reparler de voilà. Il y a une vidéo l'année dernière. On a parlé de karma. La difficulté de l'année dernière. C'est un cœur en verre. En fait, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave. On maîtrise donc maintenant la suture vasculaire, et donc les premières tentatives de greffe rénale vont être essayées, vont échouer. On n'a pas les traitements anti-rejet, mais il y a finalement une situation qui va être tentée en 1947, et vous allez nous raconter ça dans quelques instants, c'est de se dire, greffer un rein de manière définitive, on n'y arrivera pas. Par contre, il y a des situations où greffer un rein de manière transitoire pourrait être utile. Ah oui, on n'a pas le rein artificiel. On n'a pas le rein artificiel, ça a l'air idiot comme ça. Mais quelqu'un, comme on n'a pas le rein artificiel, au bout de 21 jours, on meurt, quoi, quand le rein ne sécrète pas. Donc, alors, il y a l'histoire magnifique, parce que... David Hume. C'est David Hume. 1947. David Hume, il est formidable. David Hume, il travaille justement, tiens, au John Hopkins, comme par hasard, quelques années après Hallstatt, on est bien d'accord. Il est chirurgien. Et David Hume, il reçoit une patiente qui, à la suite d'un avortement, on va passer
Voilà, en plus, il y a un physique de jeune premier. David Hume, eh bien, il décide, devant une jeune femme qui est anurique à la suite de manœuvres abortives, il décide de faire une transplantation rénale. À l'époque, comme avait fait Carrel, il les faisait au pli du coude. Hein. Donc, il dit, je vais faire ça. Et il va voir le directeur de l'hôpital. Il n'est pas question. Vous n'allez quand même pas faire un acte que personne ne connaît. Vous n'allez quand même pas faire ça dans mon hôpital, qui est le plus grand hôpital de la côte est des États-Unis. Interdiction. Interdiction. David Hume dit, mon gars, c'est quand même pas un administratif qui va me donner le pion quand même. Il récupère un copain à lui et un néphrologue, enfin, l'équivalent des néphrologues de l'époque, c'est un interniste, et puis il dit, écoute, nous, la transplantation, on va la faire. Ils vont piquer un rein à la morgue de quelqu'un qui est mort dans la journée. Piquer le rein. Sans dire à personne. Ils vont au lit de la malade. Ils prennent les lampes qui sont les lampes de chevet, comme sialytique. Col de cygne. Les cols, ouais, en col de cygne. Et ils commencent à faire la suture du rein. Et le rein. Et dans la nuit, ils font ça. Dans la nuit. Ah, dans la nuit, bien sûr. Personne n'est là. Aucun La porte est administratif. fermée. Ils sont chez eux. Ils ont mis 2 infirmières pour interdire l'entrée de la chambre au cas quelqu'un passerait. Et ils font ça vraiment en douce. Et le lendemain, le rein urine. Et au bout de quelque temps, les reins propres de la jeune femme se remettent à uriner eux-mêmes. Autrement dit, on peut penser vraisemblablement qu'ils ont permis de sauver cette jeune patiente, d'ailleurs, qui va parler du docteur Hume comme son sauveur. Et je crois qu'elle a eu raison. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le courage de Hume et de ses collègues quand ils veulent sauver la vie de cette jeune femme. Rien ne les arrête, même pas la direction de l'hôpital. Donc c'est finalement la première greffe rénale, cette transitoire qui a fonctionné. Et puis ensuite, il y a eu des échecs, encore une fois, et on s'est dit que peut-être s'il y avait de la génétique en commun, ça aurait plus de chances de fonctionner. Et c'est en 1952, 5 ans plus tard, qu'arrive l'affaire Marius Renard, ce gamin de 16 ans. Vous n'étiez pas né, mais moi non plus d'ailleurs. Si, j'étais né. Oui. Ah, Marius, regardez comme il est jeune. C'est un petit charpentier. Il a 16 ans. Il vient de se casser la gueule d'un échafaudage. Et en tombant, il a une hémorragie interne. Le chirurgien l'opère, ouvre, voit que c'est le rein qui est fracturé. Il enlève le rein, et en disant, je lui ai sauvé la vie. Oui, manque de bol, c'est qu'il n'avait qu'un seul rein. Donc, il est anurique et il n'a plus de rein. Et on n'a pas de rein artificiel en 52, bien qu'il ait été inventé déjà, mais on ne l'a pas encore à Paris. En Burgé ne l'a pas. Et là, il va être obligé de composer avec la mère de Marius Renard. Et la mère de Marius Renard dit, voilà, c'est mon fils, il sort de mon ventre. Donc, on a obligatoirement des organes qui sont proches, parce qu'on commence à comprendre un peu l'immunologie. Prenez mon rein, docteur, prenez mon rein. Alors, en Burgé, qui était plutôt dans le genre à se poser des tas de questions éthiques en permanence, il y a quand même cette femme, je vais mettre... C'était pas rien une opération, une néphrectomie quand même, hein, surtout à l'époque. Donc, il dit, je ne vais pas me prendre le risque, surtout qu'il n'était pas sûr que ça allait marcher et tout ça. La France entière vibre pour Marius Renard. Il y a les journaux, le Paris Presse l'intransigeant, va-t-on pouvoir sauver le petit Marius? Enfin bon, c'est tout le monde. Et alors, l'opération est décidée le jour de Noël, le soir de Noël. Imaginez la situation sur le plan dramatique, comment ça se passe. L'opération se passe bien avec la maman d'un côté à qui on prélève le rein, et dans la salle d'opération à côté, eh bien, il y a Jean Vest qui fait l'opération et qui greffe le rein à Marius Renard. Et le rein se met à uriner. Donc tout le monde dit, voilà, il est sauvé. Burgé dit rien. Il dit rien. Il sait ce que c'est que le rejet. Et en effet, hélas pour Marius, au 21e jour, le rejet plein pot s'exprime, même si c'était le rein de sa mère, et le rein arrête de fonctionner et Marius meurt. Heureusement, 2 ans plus tard, les Américains vont réussir à faire une greffe qui, elle, va fonctionner. Pourquoi? Parce que ce sont 2 jumeaux univitellins. Autrement dit, il y a un des jumeaux qui donne son rein et
il reçoit, et comme, évidemment, comme vous le savez, on ne le sait pas encore très bien à l'époque, hein, on ne sait pas encore très bien à quoi sert l'ADN, hein, attention, c'est pas très clair. Hein. Donc, là, on a un copier-coller. Le copier-coller, c'est les jumeaux Inivitella. Et c'est les frères Erix qui sont devenus, et qui ont valu aussi à leurs médecins un prix Nobel. Vraiment intéressant. On va basculer sur la greffe cardiaque, parce qu'on doit finir entre cardiologues, et oui. On va directement arriver à cette date du 3 décembre 67. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Et on va voir effectivement le destin tragique de Denise Darval et le destin heureux, au moins un temps, de Louis Washkansky. Absolument. Où ça se passe ? Alors racontez-nous cette histoire. Alors là encore, c'est une histoire formidable. Pourquoi fait-on pas de greffe cardiaque alors que on sait faire les sutures du cœur comme on sait faire les sutures du rein, hein? Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien parce que la définition de la mort dans la plupart des pays est la mort cardiaque. Donc si la définition de la mort est la mort cardiaque, on ne peut pas prendre le cœur. Il a fallu qu'un fameux article de Goulon et Rapin, français, décrive ce qu'est le coma carus, c'est-à-dire que la mort est cérébrale, pour que l'on puisse faire des prélèvements cardiaques. Mais ça, nous sommes en 1967, et la circulaire en France qui va permettre de faire ça, c'est une circulaire qui va ne dater que de 68. Donc, on ne peut pas faire encore en France, et aux États-Unis, parce que quand même, qui a inventé la transplantation cardiaque? C'est Shumway, le grand Shumway. Mais il n'ose pas le faire, parce qu'il dit, voilà, je ne peux pas, la loi m'interdit de le faire. Et il a eu comme assistant visiteur dans son service quelques mois auparavant un beau et grand chirurgien du Sud-Afrique qui se dit, en Afrique du Sud, la mort cérébrale, on s'en fout, et on va pouvoir le faire. Et en effet, il décide de le faire. Il décide de le faire, et ce jour, la 67, il a un coup de fil, on lui dit qu'il y a une jeune femme, une belle jeune femme, qui sort de chez le pâtissier, qui s'est fait bousculer par un truck, comme il dit, et qu'elle est morte parce que son cerveau ne répond plus, mais que son cœur continue de battre, et que donc on peut prendre son cœur. Et comme il y a un certain Louis Washkansky qui est présent, on va pouvoir effectuer la transplantation. Et c'est ce que fait Barnard. Mais seulement il y a un défaut, c'est que, comme chirurgien connaissant la transplantation cardiaque à Cape Town en décembre 67, il y a Barnard et l'apartheid. C'est-à-dire que les autres ne savent pas. Ils ne sont pas allés comme lui aux États-Unis pour apprendre, ils ne savent pas. Sauf un homme. Il est là. Il s'appelle Hamilton Naki. C'est le jardinier de l'hôpital. C'est lui qui est chargé de faire les greens, vous savez, bien pour jouer au tennis, bien le beau green. Il fait ça très bien, Hamilton. Et puis Hamilton, il est sympa en plus. Hamilton, il est sympa. Donc, le gars qui est responsable du laboratoire expérimental pour les animaux, il appelle Hamilton. Il dit, Hamilton, on va faire une girafe aujourd'hui. Tu nous aides pour la girafe, monsieur, un peu. Et Hamilton arrive. Hamilton, il y a des babouins. Les babouins, Hamilton arrive. Et puis Hamilton, il donne la main un petit peu au technicien. Pour endormir les animaux, il tient d'abord l'animal, puis c'est lui qui fait l'anesthésie rapidement. Et puis il regarde les chirurgiens. Et puis il commence à aider les chirurgiens. Et de fil en aiguille, on s'aperçoit que Hamilton, il est super doué en chirurgie. Super doué, mais ça, on le sait. On lui a déjà donné un petit travail, un travail de transplantation hépatique. Et puis Barnard est passé par là, il l'a vu, et il lui a donné un petit travail de transplantation cardiaque chez les petits chiens. Et Hamilton fait ses petits chiens, et ça déjà depuis plusieurs années. Autrement dit, l'homme qui connaît le mieux la transplantation cardiaque, même plus sans doute que Christian Barnard, en décembre 67, c'est Hamilton. Seulement, il n'est pas médecin, évidemment, il est jardinier. Deuxièmement, il est noir. Il est noir. Donc, l'apartheid, c'est vraiment... ça existe, hein. Il n'est pas question qu'un noir participe à une opération. Donc, alors là, Barnard est quand même très fort. Très fort. C'est-à-dire qu'il dit à Hamilton, voilà, on va faire 2 salles d'opération, l'un pour le prélèvement et l'autre pour la transplantation. Toi, tu t'occupes du prélèvement.
tu seras avec mon frère Marius, il a un frère qui est chirurgien, il va être avec toi et tout ça, enfin on dira que c'est Marius bien sûr, mais c'est toi qui vas faire. Et dès que tu as le cœur, tu viens, et tu viens avec moi, et tu m'aides pour faire la transplantation. La transplantation, c'est lui, c'est Barnard qui l'a faite, mais c'est Hamilton qui va l'aider. Et le lendemain matin, après avoir passé une nuit de combat, eh bien, il y a la photo, tu as pu la mettre, la photo de... Il y a une photo qui est faite de l'équipe. Et parmi l'équipe, il y a Hamilton. Et alors, bien entendu, c'est un noir sur la photo de ceux qui viennent de faire la première transplantation cardiaque au monde. Et bien sûr, l'hôpital dit, non, attendez, le monsieur qui est là, c'est pas là par hasard. En fait, c'est le monsieur qui s'occupe du nettoyage des salles d'opération. Jamais l'omerta sera dévoilée par qui que ce soit d'ailleurs, y compris par Hamilton. Mais quand même, c'est quand même assez troublant parce que une dizaine d'années après toute cette histoire, le jardinier de l'hôpital a été fait docteur honoris causa de la faculté de Cape Town, et ensuite il a reçu l'équivalent de la Légion d'honneur ensuite en Afrique du Sud, bien entendu, et qu'il a été, dès que les Noirs ont repris le pouvoir, il a été quasiment transfiguré comme un héros de la cause. Voilà, l'histoire d'Hamilton Naquin. Et oui, on ne la connaissait pas, cette histoire. On va finir sur la prochaine diapositive parce que quelques mois après, bien la greffe cardiaque va arriver en France et nous avons quand même deux énormes stars de la chirurgie en France qui ont fait leur première transplantation en 68. Deux grands noms de la chirurgie, Christian Cabrol et Charles Dubost. Christian Cabrol a été le plus rapide. Il a dégainé le plus vite. Il travaillait chez Mercadier, dans un service de chirurgie digestive. Il n'avait pas de service de chirurgie cardiaque à proprement parler, mais il a dégainé le plus vite. Et d'ailleurs, il a dégainé tellement vite que je vous parlais tout à l'heure d'un texte, d'un décret de loi qui permettait de faire, disant que la mort était cérébrale, il lui a fallu un mois avant de passer à l'acte. Donc, vous voyez, il était quand même dans les starting blocks. Malheureusement, le patient de Christian Cabrol ne s'est jamais réveillé, en fait, de son opération. Charles Dubost a été moins rapide, mais là, je peux vous en parler vraiment parce que j'y étais. Oh, attention, j'étais un tout petit bonhomme dans l'histoire. Bon, enfin, j'ai assisté à la première transplantation du père Boulogne. Et moi, j'étais le petit gars qui, fait à partir des gens qui ont suivi, prenait l'observation. Vous voyez, le petit externe qui prenait l'observation du père Boulogne. Et ce soir-là, bon, ça a été la grande scène. Il y avait là, j'étais pas en salle d'opération, évidemment, loin de là. Il y en avait un qui se faisait beaucoup de soucis. C'était celui qui est devenu un ami, qui s'appelle Alain Calmat. Vous vous souvenez d'Alain Calmat, peut-être certains parmi vous, qui était le grand champion de patinage artistique. Il avait été champion du monde, champion olympique de patinage artistique. Et il était interne des hôpitaux. Et il n'avait qu'une trouille, c'est que les gars de l'équipe, le lendemain, fassent un titre du genre après... Calmat fait un salto arrière et transplante le père Boulogne. Toi, et lui, il avait peur qu'on lui fasse cette mauvaise publicité. Il dit, ça va me fâcher avec le patron. Oh non, le patron ne s'est pas fâché parce que tout s'est bien passé. Et le père Boulogne, eh bien, il a vécu, lui, 1 an et demi. Ce qui, à l'époque, était très bien. Parce qu'on n'avait pas les médicaments. On avait des médicaments, mais les mêmes médicaments que ceux de la transplantation rénale qui n'étaient pas parfaits. Il a fallu attendre un tout petit peu pour arriver, et là encore, est-ce que j'ai le droit d'entendre la raconter? Très peu de temps. Je vous accorde 2 minutes pour nous parler de Sandoz et de la cyclosporine. Voilà, parce que chez Sandoz, on disait, les laboratoires pharmaceutiques, à tous ces ingénieurs, quand ils partaient en vacances, vous me rapportez une petite boîte avec la terre de l'endroit où vous êtes allé. Parce qu'ils n'avaient qu'une idée en tête, Sandoz, c'est de trouver des nouveaux champignons pour faire des antibiotiques. Parce que les antibiotiques, ça rapporte de l'argent, les antibiotiques. Et donc, un jour, il y a Hans-Peter Frey qui part, au lieu de partir sur la Côte d'Azur, qui part en Norvège, qui prend de la terre de Norvège, qui revient avec la terre de Norvège. Sandoz fait tout son trafic, ses cultures, et un nouveau champignon formidable. Alors on commence à le cultiver et tout ça, qu'est-ce qu'il donne? On regarde les boîtes de pétri, c'était pas très bon, un bon antibiotique, parce que les staphylocoques poussaient dessus. Donc ils se sont dit, ça va pas être un bon antibiotique celui-là. Donc ils le mettent de côté. Et puis le temps passe, quelques années passent, et on demande à un certain Jean-François Borel de s'occuper, de trouver un médicament contre le rejet de toutes les maladies qui sont liées à l'immunologie, c'est-à-dire les maladies auto-immunes, par exemple, les rhumatismes, où intervient
une part d'immunologie importante. Et donc, Jean-François Borel, alors là, c'est le chercheur. Il prend toutes les boîtes qui existent chez Sandoz et il les teste toutes. Et parmi elles, le petit champignon, la petite cyclosporine, eh bien, s'avère être un formidable médicament anti-rejet. Et alors, il va voir Sandoz. Regardez, on a trouvé le problème pour les greffes. Sandoz dit, les greffes, ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que c'est un marché de niche. C'est pas les quelques transplantés que vous faites tous les ans qui vont être... Et alors là, coup de génie de Borel, il dit, oui, mais les rhumatismes, ça vous intéresse quand même. Parce que les rhumatismes, c'est des milliers de gens. En plus, ils ne meurent pas. Alors vous allez pouvoir les traiter pendant des années et des années grâce à la cyclosporine. Et c'est comme ça que la transplantation a pu survivre, en quelque sorte. C'est grâce aux rhumatisants que Sandoz a bien voulu traiter. C'est grâce à la rhumatologie que la cardiologie, Absolument. la chirurgie cardiaque de greffe a pu se développer. Et les autres chirurgies. Alors, on ignorait ça, je pense. Écoutez, professeur Fabiani, on pourrait parler pendant des heures avec vous. On aurait dû d'ailleurs vous mettre une bouteille avec un verre d'eau parce que vous avez beaucoup parlé et on vous en remercie. C'était croustillant. Jérôme ? Oui, merci. Moi, je rappellerai le livre L'incroyable histoire de la médecine, qui est donc la BD que je vous conseille. Les autres aussi, bien évidemment, vous pourrez la trouver. On l'a lu pour travailler cette interview. Par contre, j'ai noté que vous avez quasiment tout improvisé. C'est-à-dire que vraiment, c'était un exercice remarquable. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir. On va enchaîner avec la cardiologie du futur dans la même salle, donc dans 2 minutes. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par il y avait la cardiologie du passé, puis la cardiologie du futur. Mais on regarde d'où on vient pour savoir où on va, comme on dit. Donc merci beaucoup encore.